Bonjour à tous. Comment ça va? Eh ben, très bien. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et puis j'ai l'honneur d'ouvrir ces deux sessions, ces deux après-midi. Parfait. Nous aussi, on est ravis que tu sois là. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, je suis Hélène Génicaud, je suis directrice du pôle Fashion Insight chez Kantar. Et donc, Kantar, pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, c'est un institut d'études qui est mondial et notre expertise, c'est vraiment de comprendre le comportement d'achat des consommateurs sur plein de marchés. Donc, on est aujourd'hui 3500 experts dans le monde entier, répartis sur 60 pays. Et vraiment, notre mission, c'est d'accompagner les marques, d'accompagner les enseignes, qu'elles soient des PME ou des grands groupes multinationaux, pour vraiment piloter leur stratégie marketing. On les aide aussi à se positionner sur les marchés, à comprendre qui sont leurs consommateurs. Et bien évidemment, la finalité, c'est trouver des poches de croissance, trouver des potentiels qu'ils peuvent exploiter et du coup, les aider à prendre les bonnes décisions. Et donc ça, on le fait sur le marché des grandes consommations, donc c'est le gros cœur de notre business, mais on travaille aussi sur le marché de la beauté, le marché des télécoms et bien évidemment le marché de la mode qui va nous intéresser aujourd'hui. Parfait. Tu vas nous faire une petite présentation pendant une petite Exactement. vingtaine de minutes sur Oui, l'impact du Covid et les consommateurs. Et après, tout durant à les fait. 5 minutes qui va nous rester, on prendra les questions dans le chat, tout simplement. Avec plaisir. Je te laisse faire. Je partage mon écran, vous me dites juste Oui. si ça marche bien. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais parler de l'impact de la crise sur le comportement d'achat des Français sur le marché de la mode et la rupture que cette crise a fait sur leurs habitudes de consommation. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on était vraiment rentré dans une ère d'un fashion reset ou est-ce que c'était juste un effet de paille? Alors c'est vrai que le marché de la mode, c'est un marché qui est un marché de désir et le bouleversement qu'on connaît aujourd'hui a profondément changé le rapport qu'on en a. Et l'achat, il est plus rationnel aujourd'hui et même plus optionnel. Je vous dis ça parce que quand on a interrogé les Français à la sortie du confinement, il y en avait la moitié d'entre eux qui envisageaient de ne pas reporter finalement les économies réalisées pendant le confinement sur leur budget mode, sur des achats futurs de mode. 30% également des Français envisageaient d'aller faire du virage shopping uniquement si nécessaire. Et puis, surtout, le point inquiétant, c'est que 16% d'entre eux envisageaient déjà d'acheter moins du textile qu'avant. Et quand je vous dis qu'il y a une rupture dans leurs habitudes de consommation et dans leur rituel shopping, ça se traduit de différentes manières. Pendant le confinement, il y a des nouvelles habitudes qui ont été prises, ou en tout cas ou des craintes qui étaient vraiment émergentes et qui se sont exacerbées une fois que le confinement a été levé. À savoir que beaucoup de Français n'imaginaient pas retourner faire des magasins comme avant. C'est près de la moitié d'entre eux qui ne se projetaient pas dans un rituel shopping comme avant. Il y a également un rapport au produit qui a été biaisé, cette volonté de ne plus forcément toucher le produit par peur de craintes sanitaires. Et puis, si les Français envisagent de privilégier les enseignes françaises, ils envisagent de consommer différemment, c'est-à-dire de retourner plus vers des commerces de proximité et de délaisser finalement les grands centres commerciaux, notamment par cette crainte de la foule, et d'aller vers quelque chose qui est aussi plus digital. La mode est déjà en avance sur ce secteur du digital, mais il y a vraiment eu un coup d'accélérateur qui est corrélé à cette crise, ces nouvelles habitudes d'achat. Alors, la rupture que connaît le marché de la mode, elle est inédite, on va dire, dans sa nature, mais elle n'est pas nouvelle. Donc, pour ça, je trouve qu'il a été intéressant de regarder 10 ans en arrière les différents cycles de consommation qu'ont connus les acteurs du marché de la mode dans leur ensemble. Si on regarde dans le rétroviseur, dans les années 2010-2012, on a déjà connu une phase qui était du consommer moins mais mieux. Des consommateurs qui avaient envie d'acheter moins, mais des produits qui étaient plus valorisés. Rupture dans les années qui ont suivi avec l'apogée de la fast fashion et notamment avec l'arrivée de Primark qui a marqué vraiment une rupture dans les référents prix que pouvaient avoir les consommateurs sur le marché et qui a forcé beaucoup d'acteurs du marché là aussi à niveler les prix par le bas pour pouvoir s'aligner face à cette nouvelle concurrence. S'en est suivi une phase dans les années 2016-2017 où le levier prix a été moins efficient pour soutenir la consommation et donc un modèle de fast fashion qui a commencé à être mis en question. La crise des gilets jaunes
qui a, elle, été une vraie crise sociétale et qui a eu un impact sur la consommation également des Français. Et là, on a vraiment le sentiment qu'on rentre dans une nouvelle ère, une ère d'une consommation qui est plus réfléchie, où les consommateurs vont aller moins souvent en magasin. Et ça, c'est vraiment un indicateur qui est marquant. La fréquence d'achat des Français sur le marché de la mode n'a jamais été aussi basse depuis 2010. Sachez qu'un Français, en moyenne, sur l'année 2020, a réalisé 21 actes d'achat sur le marché de la mode, et ce qui est donc le niveau le plus bas observé depuis des ans. Alors, cette déconsommation, elle prend racine auprès d'une cible qu'on n'aurait pas forcément attendue, qui est la cible aisée, la cible qui a le plus fort pouvoir d'achat sur le marché textile. Et cette tendance, malheureusement, elle n'est pas nouvelle. Comme vous le voyez sur ces données, on a regardé quel était le budget moyen d'achat dépensé par la cible aisée sur le marché de la mode. Donc, il y a 5 ans, elle plafonnait autour de 1 145 € de budget consacré à la mode. Vous voyez, 5 ans plus tard, le budget est redescendu autour de 965 €, donc soit 180 € de moins de dépensés par rapport à il y a 5 ans. Et cette tendance structurelle, malheureusement, elle se confirme sur le court terme. On a pu observer sur le marché de la mode, après la période de confinement, que les Français ont quand même eu envie d'acheter à nouveau du textile et consommer à nouveau. Donc, on a vu une reprise des dépenses sur le marché de la mode sur le trimestre à septembre notamment, donc la période juillet, août, septembre, donc avec un vrai rebond des dépenses consacrées au total de la population et surtout auprès de la cible modeste, qui aujourd'hui est la cible qui dépense plus sur le marché, qui soutient la consommation. Mais cette dynamique, malheureusement, nous ne l'avons pas retrouvée auprès de la cible aisée qui a continué à réduire son budget textile sur cette période, on va dire, de reprise. Et donc, on a une vraie hypothèse forte, on est quasiment même, j'ai envie de dire maintenant, une certitude que c'est une volonté de déconsommer et vraiment un choix délibéré parce qu'il n'y a pas ici histoire de contraintes budgétaires et de baisse du pouvoir d'achat. Alors, est-ce qu'on doit y voir pour autant une volonté de consommer vraiment plus responsable? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que consommer plus responsable, c'est au cœur de l'actualité et plus que jamais au cœur de l'actualité des Français. Si on regarde leurs intentions de manière générale dans leur consommation, et notamment sous le spectre de la consommation alimentaire ou d'hygiène beauté, les Français ont vraiment envie d'aller vers des produits qui sont plus d'origine française, qui sont plus produits localement, qui sont des produits bio, des produits qui vont faire attention au bien-être animal. Ça va même aller jusqu'à faire attention à sélectionner des produits qui réduisent les emballages. Et c'est vrai que les consommateurs sont en train de changer. Ils changent et aujourd'hui, on observe dans la population de plus en plus de consommateurs qui se déclarent comme engagés. Ce qu'on a pu faire avant crise, c'était une étude justement pour essayer de quantifier les néo-consommateurs qu'on pourrait déterminer comme étant les consommateurs de demain. Et donc, on avait identifié avant la crise un pôle de consommateurs qui se définissait donc comme engagés. Engagés parce qu'ils étaient impliqués dans leur consommation, ils avaient la volonté de respecter l'environnement et ça s'appliquait aux produits alimentaires, mais ça s'appliquait aussi sur les produits textiles avec une volonté notamment d'acheter des produits seconde main. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc, ces gens qui se définissaient comme engagés, ils représentaient quand même près de 16% des Français. Ce qui a changé avec la crise, c'est que 13% des Français qui ne se reconnaissaient pas dans ce portrait se sont projetés dans ce nouveau mode de vie post-crise. Et donc, si on somme ces deux populations, celles qui considéraient engagées et celles qui se projettent demain à l'être, c'est demain près de 30% des Français qui se considèrent comme des consommateurs qui sont vraiment engagés. Donc, cela a des répercussions nettes sur les attentes que vont avoir les Français sur le marché de la mode notamment. Alors, les consommateurs se disent engagés, mais bien évidemment, ils vont exiger des marques qu'elles s'engagent à leur côté, qu'elles leur proposent des produits qui vont être en adéquation avec leurs attentes. Alors, il faut noter que cette volonté d'engagement et de chercher des marques qui le sont plus particulièrement, c'est d'autant plus vrai sur le marché de l'alimentation. Sur le marché de l'hygiène beauté et le marché du textile, l'attente est un petit peu moins prégnante. Mais ce qui est assez logique dans cette démarche, c'est qu'au final, quand on consomme,
On fait surtout attention à sa santé, on fait attention en premier lieu à ce qu'on mange, après à ce qu'on se met sur la peau, et seulement ensuite sur finalement qu'est-ce qu'on va porter comme vêtements. Donc, somme toute, une chose assez logique. Donc, des consommateurs plus engagés qui attendent des marques qu'elles s'engagent. Mais ce qu'on va quand même pouvoir noter, c'est que l'achat textile reste quand même assez pragmatique. C'est-à-dire qu'en dépit de cette volonté de vouloir consommer plus responsable, c'est un fait notable et on sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, il faut quand même garder en tête que le Français aujourd'hui, il reste assez pragmatique dans l'achat d'un article de textile et il va avoir des critères de choix qui finalement n'ont pas changé entre avant-crise et post-crise. Les 8 premiers critères de choix restent les mêmes, à savoir, en premier lieu, le prix du produit, le confort, suivi du prix, de la qualité, tout ce qui va être corrélé à la taille des produits, mais également au taillant du produit, est-ce que c'est un produit qui fit bien, qui leur va bien, les promotions bien évidemment, et également la matière et l'entretien facile du produit. Donc ça, ce sont les 8 critères qui rentrent dans les top priorités des consommateurs quand ils choisissent un produit de mode. Par contre, comme je vous le disais, il y a des choses qui bougent. Et ce qui bouge, c'est qu'on a pu mesurer une inflexion quand même sur des critères de choix qui sont aujourd'hui encore minoritaires, mais qui sont en train de devenir de plus en plus importants pour les Français, à savoir l'engagement de la marque, qui a gagné 3 rangs par rapport au statut d'avant-crise, les valeurs de la marque, qui sont rentrées dans le top 15, donc les valeurs que vont porter la marque, et également l'origine de fabrication. L'origine de fabrication qui gagne 1 rang également dans le ranking en termes de critères de choix. Et au-delà du rang, je pense qu'il est important de noter, c'est que pour près d'un quart des Français aujourd'hui, l'origine de fabrication est quelque chose d'important dans le choix d'un produit de mode. Alors les Français se disent prêts donc à soutenir l'économie française, prêts à choisir les enseignes françaises pour leurs achats textiles et de plus en plus. Mais on l'a vu juste avant, l'origine de fabrication est quelque chose qui devient important pour eux. Et c'est quelque chose qu'on avait mesuré pendant le confinement qui était particulièrement fort, particulièrement prégnant, où près de 2 tiers des Français disaient vouloir plus de produits fabriqués en France et une tolérance aussi pour une fabrication européenne et donc son corollaire, moins de sourcing fait en Chine. Donc une mesure qui est compliquée à mettre en œuvre, en tout cas qui ne pourra pas se faire sur le court terme, mais qui est quand même à garder en tête. C'est vraiment quelque chose qui est important pour les Français et auquel ils sont attachés, pouvoir acheter des produits en France. D'autant qu'aujourd'hui, ils sont très influencés par ce qui se passe au niveau de l'alimentation, où de plus en plus, on assiste à des productions locales et réémergence de ces produits et cette consommation nationale. Alors, les choses bougent et les initiatives sont très nombreuses au niveau des enseignes, des marques, pour devenir des marques ou des enseignes qui sont plus responsables. Mais aujourd'hui, le curseur, il va devoir aller plus loin. Je vous dis ça parce que pour les consommateurs, à moins d'être une enseigne ou une marque qui est nativement responsable et qui a ça dans son ADN de départ, c'est compliqué aujourd'hui pour des enseignes ou des marques qui sont présentes sur le marché textile depuis des années d'être assimilées à une marque responsable, engagée sociétalement, en dépit de toutes les actions, de toutes les communications qui peuvent être faites. Et aujourd'hui, quand on interroge les Français sur quelle marque ils considèrent comme étant responsable, dans un spectre d'enseignes de mass market qui sont parmi les plus gros acteurs du marché, eh bien, peu sont assimilés à cet item-là. Et il n'y a bien que Bonobo et Galeries Lafayette qui émergent sensiblement dans cette perception d'enseigne qui propose une mode responsable, qu'elle soit éthique, environnementale ou sociale. Alors, l'autre enjeu que va rencontrer aujourd'hui la mode responsable, c'est qu'elle va aussi devoir rester accessible en prix. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans les critères de choix des Français, le prix, c'est le deuxième critère de choix, c'est quelque chose qui est intrinsèque au marché de la mode. Avoir un produit accessible en prix, c'est quelque chose qui est très attendu. On a fait l'analyse du prix moyen d'achat sur un article de jean, green, on va définir comme green, versus un article jean qui est lambda, donc sans caractéristiques, on va dire, éco-responsables particulières. Alors, on voit bien que le prix moyen d'achat, il est plus élevé sur un jean green, mais néanmoins, on est dans un écart de prix qui ne dépasse pas 13%.
Donc là aussi, ça reste quand même aujourd'hui un prix qui est accessible et qui est tolérable par les consommateurs. La seule variante qu'il va pouvoir y avoir en termes de prix et qui va peut-être permettre d'avoir une latitude un peu plus importante, une élasticité de prix plus forte, va être la valeur de la marque et l'image que peut porter la marque aujourd'hui et qui va pousser des fois les consommateurs à être un peu déraisonnables dans leur consommation. Et on a mis ici l'exemple de la sneakers où, en interrogeant les Français, on leur a demandé s'ils étaient prêts à mettre un prix plus important pour une sneakers responsable et quelles étaient les limites de prix qu'ils n'étaient pas prêts à dépasser. Et on voit sur ce produit qui est aujourd'hui très consommé, qui est très attendu, qui est vraiment un achat coup de cœur et un incontournable du dressing des Français, et bien là, le prix plafond serait de 40% supérieur par rapport à une sneakers qui n'est pas responsable. Mais là aussi, nuance, c'est vraiment corrélé à une valeur de marque qui pourra être portée et justifier cette valeur. Donc au final, consommer plus responsable et à moindre prix, eh bien l'équation aujourd'hui qui répond le mieux, l'offre qui répond le mieux, eh bien c'est la mode seconde main qui réunit finalement ces injonctions qui peuvent être assez contradictoires des consommateurs de vouloir économiser, de faire des bonnes affaires, acheter à petit prix, et puis dans le même temps vouloir quand même consommer de manière plus responsable. Et le marché de la seconde main sur la mode est aujourd'hui en plein essor. 29% des Français ont acheté un article de mode d'occasion sur l'année 2020. Donc, on voit bien que ce n'est plus une nouvelle tendance, c'est vraiment quelque chose qui est installé dans le comportement d'achat des Français sur la mode, mais pas que. C'est un phénomène qu'on observe aussi sur le marché du livre, sur le marché des voitures, sur le marché des jouets. Notre quotidien est entouré de produits d'occasion. Mais le marché de la mode est vraiment en train d'accélérer sur ce phénomène. Le site Le Bon Coin reste aujourd'hui le site le plus connu, de fait aussi de son caractère généraliste, proposant un panel de produits très très large. Mais le site qui se taille la part du lion, par contre, en termes d'achat et de captation des dépenses du marché de la seconde main, eh bien, c'est Vinted. Je pense que ce n'est pas une surprise, mais c'est probablement quelque chose que je vous confirme. Vinted qui, cette année, sur l'année 2020, eh bien, est devenu un des sites majeurs sur Internet et grâce à sa fréquence d'achat qui est record. 5 actes d'achat sont réalisés sur le site Vinted en moyenne par les Français sur l'année 2020. Donc, beaucoup d'initiatives sont en cours pour contrecarrer Vinted et proposer une offre seconde main en magasin. Mais aujourd'hui, vraiment noter que ce marché de la seconde main, il est quand même très digitalisé de par l'influence de Vinted et le succès qu'il rencontre, plus particulièrement auprès des cibles de moins de 35 ans. Alors Vinted, et c'est l'engouement de la seconde main, mais ça traduit aussi l'engouement des Français de plus en plus pour le digital. Et c'est vrai que le confinement a été un accélérateur dans la croissance des achats faits sur Internet. Vous avez sur ces différents éléments la part qu'aujourd'hui Internet capte dans les dépenses des Français sur le marché de la mode. Sur l'année 2019, Internet captait à peu près 15,3% des dépenses du marché. Le confinement, avec la fermeture des magasins, eh bien, a bien évidemment accéléré la demande sur Internet. Sur le trimestre à fin mai 2020, donc le trimestre qui a été impacté par le premier confinement, la part de marché d'Internet a doublé et même atteint jusqu'à 75% du marché sur le mois d'avril. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en dépit de la réouverture des magasins, à partir du mois de mi-mai et mois de juin, eh bien, la dynamique d'Internet ne s'est pas tarie, elle est toujours très forte et on voit que le poids des dépenses sur Internet eh bien, franchit un palier allant autour de 21% de part de marché depuis janvier à septembre 2020. Et avec les perspectives de refermeture que nous avons là sur le mois de novembre, avec une voilure des magasins qui est en train de se réduire pour beaucoup d'enseignes, et puis finalement des nouvelles habitudes d'achat qui ont séduit les consommateurs et qui font qu'ils sont convaincus de l'achat sur Internet, on ambitionne que Internet devrait frôler presque le quart des dépenses du marché de la mode d'ici fin 2020. Et aujourd'hui, donc un Français sur deux achète de la mode sur Internet. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est ancré naturellement dans leur consommation. Ce n'est plus quelque chose d'optionnel.
Et surtout, ce qui est nouveau, c'est que les nouveaux clients Internet eh bien, sont convaincus. Donc là aussi, un ancrage et un potentiel de clients qui s'est largement élargi pour Internet. Alors dans l'histoire, c'est vrai qu'on crie quand même sur Internet beaucoup au loup, avec Amazon, avec les pure players qui font du mal au commerce physique. La bonne nouvelle, c'est que cette crise, elle a forcé les enseignes qui détiennent des magasins physiques à aller encore plus loin dans leur transformation digitale, à proposer de plus en plus de services pour garder leurs clients et garder du trafic grâce à leur site Internet. Et ce qui est qui les récompense aujourd'hui, c'est que les consommateurs, et notamment les nouveaux consommateurs, les nouveaux internautes, eh bien, les ont suivis, ces enseignes qui ont des magasins physiques et qui ont accéléré sur le digital. Tout ça parce que les nouveaux consommateurs, eh bien, ils ont eu besoin aussi de rassurance, ils ont eu besoin de confiance. Et cette confiance, eh bien, ils l'ont trouvée auprès des enseignes qu'ils connaissent, de par leur offre en magasin, des enseignes auxquelles ils sont attachés. Et c'est notamment grâce à ces nouveaux consommateurs que les sites Internet des magasins physiques ont particulièrement progressé depuis la crise. Aujourd'hui, les magasins physiques qui ont des sites Internet détiennent 36% des dépenses qui sont faites sur Internet, contre 51% pour les pure players. Donc, les pure players restent encore majoritaires dans les achats, mais on voit qu'il y a une tendance plutôt baissière en faveur des magasins physiques qui ont du coup déployé leur vente sur le digital, ce qui au demeurant est une très bonne nouvelle et porteur d'espoir à l'avenir pour ces acteurs physiques qui trouveront en Internet un vrai relais de croissance. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces quelques éléments en espérant que ça ait pu vous éclairer. On a 2-3 questions dans le chat qu'on va prendre directement. Donc déjà, il y a Lucie qui veut savoir si on pourra avoir accès à la présentation ou pas. De toute façon, je crois qu'elle sera dans le webinaire, il me semble. D'accord, parfait. Donc, pas de souci. Ensuite, j'ai une question de Margot qui dit, quand on parle d'acte d'achat dans la mode, fait-on une distinction entre pour soi versus pour quelqu'un d'autre, suite à l'annonce de 21 actes d'achat par an? Oui, on a la possibilité, alors c'est vrai que ce n'est pas une dimension que j'ai forcément exploitée là, mais on a cette capacité effectivement d'isoler les achats pour soi ou pour autrui. On a déjà cette capacité de le faire pour isoler les achats que font les parents pour leurs enfants, les enfants ne pouvant pas être eux-mêmes déclarants du marché textile. Parfait. Une question de Sarah. Où trouver un green jean à 30 €? Alors, c'est vrai que ce prix moyen d'achat, il peut paraître bas. Quand on parle des green jeans, donc nous, derrière ce qu'on va mettre, notre segmentation aujourd'hui, elle est sur des produits bio, ou des produits qui ont été produits grâce au commerce équitable. Oui. Vous avez des produits notamment de la marque Bonobo qui sont très accessibles et qu'on va qualifier, nous, comme jean green aujourd'hui. Et ce produit jean, il est aussi, faut le garder en tête, quand je parle de prix moyen d'achat, ça inclut aussi tous les achats qui sont faits sous promotion. Donc, c'est une catégorie qui est aussi achetée, comme globalement le marché de la mode, beaucoup sous promotion aujourd'hui. Parfait. J'ai une question de Julie qui déjà te remercie pour cette présentation hyper intéressante. Et vous avez parlé du marché de la seconde main, mais qu'en est-il de la location? Alors, la location, on a aussi dans notre étude essayé de quantifier justement quelle était la part des Français qui étaient intéressés par des services de location. Et aujourd'hui, c'est une pratique et une attente en tout cas qui reste assez marginale pour les Français. On est de l'ordre de 4 à 5% des Français seulement qui ont une vraie attente sur le marché de la location. Donc, ça reste encore quelque chose d'assez émergent, même s'il y a pas mal d'initiatives qui se font, que ce soit dans le luxe ou même plus dans le mass market. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attente, elle est vraiment plus sur de l'achat de seconde main, plus que sur de la location court terme ou long terme de produits. Parfait. Dominique demande 36% d'achats en ligne dans les sites de magasins physiques, plutôt grosses enseignes ou petits commerces indépendants? Alors, bien sûr, quand on va regarder le top des sites, on va être majoritairement, les gros acteurs du marché, comme des enseignes comme Kiabi, comme H&M, comme Zara, sont ceux qui prennent la plus grosse part du gâteau. Mais dans ces 36%, rentre bien évidemment l'ensemble des acteurs qui officient sur le web et même les indépendants. Mais la part reste majoritairement sur les grandes chaînes de distribution.
Alors, on a pas mal de questions. Il va nous rester juste 2-3 minutes. Je vais on va faire ça rapidement, tout simplement. Donc, Coralie, bonjour et merci. Les actes d'achat ont tendance à diminuer. Peut-on s'attendre à valorisation du marché en compensation? Par exemple, certains Français ayant beaucoup épargné. Oui, alors on aimerait une valorisation. La seule chose qui nous inquiète aujourd'hui, c'est vraiment sous cet angle des cibles aisées, parce qu'elles dépensent moins et elles ont tendance aussi donc à baisser leur fréquence d'achat, mais aussi leur prix moyen d'achat baisse. Comme l'ensemble des autres cibles, on sent nous comme une paupérisation finalement du marché du textile et même auprès de ces cibles qui ont un fort pouvoir d'achat. Je vais vous donner un exemple qui est assez, je pense, assez notable. Vous connaissez probablement tous le phénomène de ce qu'on appelle des soldeurs aujourd'hui ou des déstockeurs. Et ces cibles-là, enfin ces acteurs-là, comme Action notamment, qui est assez emblématique et qui commence à être très gros sur le marché, captaient à la base que des cibles qui avaient très peu de pouvoir d'achat. C'était vraiment une réponse pour des gens qui avaient peu de pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, les cibles qui sont les plus dynamiques dans ces enseignes-là, ce sont des cibles aisées. Donc, il y a une diatribe que l'un de mes collègues aime beaucoup utiliser, mais qui est très vraie, c'est que on dit que les gens pauvres ont besoin des petits prix, mais que les riches en raffolent. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène qu'on observe aussi sur le marché du textile. Parfait. On va prendre une dernière question parce qu'on arrive effectivement au terme de notre conversation. Donc, Patricia qui te demande comment voyez-vous les nouvelles technologies? J'entends par là qui rend possible la mode circulaire et non plus la mode linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par nouvelle technologie, du coup? Alors, moi, je pense que ça pourrait être, par exemple, la blockchain ou effectivement le suivi de la supply chain. Je pense que Patricia, c'est vers ça que vous posez comme question, en fait. Par exemple, ah oui, utiliser les fibres d'Orange. Par exemple, elle parle de Orange Fiber, qui est une fibre alternative, en fait, sur la matière première. Voilà. D'accord. Donc, d'utiliser ces matières-là dans la production, c'est ça? Exactement. Je pense c'est plus sur la matière première, effectivement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on en pense? Aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas forcément beaucoup de réponses par rapport à ça, parce que nous, on voit ça sous l'angle vraiment des consommateurs et ce que les consommateurs recherchent. J'imagine qu'il y a des opportunités, notamment aujourd'hui, il y a une vraie volonté des enseignes derrière cette économie circulaire de récupérer beaucoup de produits. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites pour recycler des produits. Il y a beaucoup de vendeurs d'ailleurs aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vendeurs d'occasion que d'acheteurs d'occasion. Donc, je pense que ça paraît être d'avenir. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de quantité possible pour utiliser des matières recyclées? J'avoue que j'ai pas trop de réponse à ce sujet-là. Parfait. Patricia qui répond, oui, le recyclage de matières premières est en plein essor, je pense. Voilà. Bon, Hélène, merci beaucoup.